coup, on va démarrer. Bonjour, je me présente. Je suis Lamia Roy, je dirige l'EBS Paris depuis 2 ans maintenant. Donc, j'ai fêté mon anniversaire à la fin du mois de septembre. Avant ça, je dirigeais une école d'ingénieurs. Et j'étais enseignante en physique pendant un certain nombre d'années. Du coup, j'ai pu assister, je fais le lien avec notre sujet d'aujourd'hui, j'ai pu voir des évolutions de profil d'étudiants assez surprenantes. Quand j'ai pris la direction de l'école d'ingénieurs, j'ai arrêté d'enseigner pendant 2 ans. Donc moi, j'avais les premières années, les deuxièmes années et les cinquièmes années en physique. Et j'ai pu constater, quand j'ai repris après 2 ans, une rupture physique dans le comportement des étudiants, dans leur façon d'apprendre. Et j'ai eu l'impression que je n'arrivais pas à les toucher de la même manière, je n'arrivais pas à les atteindre. Donc mes préoccupations sur comment toucher cette génération d'étudiants, comment arriver à les impacter, comment arriver à les orienter, à les accompagner, a suscité beaucoup de questionnements chez moi. Et donc, beaucoup de questionnements sur les nouveaux métiers, à quoi on les formait, comment leur expliquer ce qu'ils allaient faire, comment les accompagner, pas leur expliquer ce qu'ils allaient faire, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Mais en tout cas, comment pouvoir les accompagner au mieux. On a fait une réunion parents, une réunion professeur il y a quelques semaines à l'EBS, et donc j'ai rencontré Hubert Kratirov et on a commencé à parler de cette fameuse génération Z, Y, qui sont-ils, que font-ils, comment les toucher. Et puis on a connecté et on s'est dit que vraiment les questions qu'on pouvait se poser, nous, il y avait des tas de gens qui devaient se les poser, en particulier les gens qui étaient en amont. Et donc on a pensé faire une conférence, un petit moment pour partager avec vous l'expérience de Hubert qui forme des étudiants depuis un certain nombre d'années, son savoir-faire, et échanger avec vous. Alors, elle est filmée, donc elle sera podcastée. Voilà. C'est bien le bon mot. Si ça vous intéresse, si vous avez besoin de plus d'informations, voilà, Hubert vous donnera toutes les coordonnées. Si vous avez besoin de faire des interventions dans vos lycées, voilà, on est là pour un moment d'accompagnement et de partage de questions et de comment faire bouger les lignes pour pouvoir répondre aux questions des étudiants. Voilà, Hubert. C'est exactement ça. Bon, comme tu as tout dit, je continue. On va parler donc des nouveaux métiers, de la nouvelle économie, de ce qui va intéresser les personnes que vous accompagnez tous les jours et leurs parents, et pourquoi pas quelques informations à vous-même aussi. J'ai mis en fond d'écran, il y a quelques années, on aurait mis pour exprimer les jobs que tout le monde veut faire, on aurait mis, je sais pas, une photo de L'Oréal, une photo de Canal+, une photo de Duel, magazine, tout le monde a envie de Chanel, par exemple, tout le monde a envie d'aller là. Aujourd'hui, non. Ils veulent plus aller chez Canal+, ils veulent plus aller chez L'Oréal, ils veulent aller chez My Little Paris. Et si vous retenez que ça de la conférence d'aujourd'hui, vous avez déjà fait un grand pas. Le bouleversement est total. Donc, bonjour à tous et merci d'être là. Donc, la conférence est effectivement filmée, elle est diffusée en live et elle sera redisponible à nouveau. Je vous dirai où dans quelques instants. Je me présente en 2 mots. Je suis Hubert Kratirov. Vous aurez toutes mes coordonnées. Je suis un technologie évangéliste. C'est bien compliqué, mais en 2 mots, c'est vulgariser les technologies et accompagner les entreprises dans leur transformation digitale. Il y en a qui s'accompagnent très bien et facilement. Il y en a qui traînent un peu la patte et il faut vraiment les tirer très très fort, aussi bien les directions que les salariés. Mais ça, c'est un autre débat. C'est pas le débat d'aujourd'hui, quoique les jeunes qui rentrent aujourd'hui dans l'entreprise sont censés accompagner encore mieux la digitalisation de l'entreprise. On va en parler. Donc je suis plutôt technophile, alors je suis pas un digital native, vous avez compris, avec mes cheveux blancs c'est pas possible, mais je suis plutôt un digital maker, je code tous les jours, ce matin j'ai codé un petit peu, je code tous les jours, je suis plutôt technophile. Maintenant la question c'est, est-ce que vous êtes technophile? Alors là quand je fais ça en classe, tout le monde sort son smartphone, je vous le remettrai tout à l'heure, n'ayez crainte. Tout le monde sort son smartphone pour flasher le QR code, parce qu'avec ce QR code, c'est la digitalisation de la conférence, vous allez avoir bien sûr toutes les slides de la conférence sur le site, les slides en direct. Je vous ferai tous les bouquins dont je parle, ils sont directement lisibles sur le site. Donc je vous redonne ça tout à l'heure. C'est pour vous dire qu'on ne vous laisse pas à la fin de la conférence en disant « bon, ça y est, vous avez tout compris ». Vous devez parler aux parents, vous devez parler aux étudiants. Et pour parler aux parents et aux étudiants, vous aurez peut-être besoin de quelques références que j'ai citées aujourd'hui. Alors, comme l'a dit Lamia, à votre disposition, personnellement, moi, avec des gens de l'EBS, avec Jessie, que je ne vois plus
Où est passée Jessie? Elle est repartie déjà. Si, elle est voilà. Avec Jessie, revenir chez vous pour informer des élèves, des parents, d'autres groupes de travail si vous en avez. En tout cas, tout est sur le site et je vous le ferai un petit passage tout à l'heure. Donc, première partie de cette conférence d'information sur les nouveaux jobs, vous dire déjà, avec un très mauvais jeu de mots et un bon anglicisme, vous dire déjà que des jobs, des métiers, c'est pas du no-job, c'est au contraire, il y a pléthore de jobs. Je vous le dirai tout à l'heure, il y a 500 000 emplois qu'on ne trouve pas sur le marché, sur les job boards, comme on les appelle. On ne trouve pas preneurs, et même des grandes maisons, et même des boulots qui ne sont pas forcément du code, qui ne sont pas forcément digitaux. On ne trouve pas. On ne trouve pas les jeunes formés, on ne trouve pas les jeunes motivés, on ne trouve pas les personnes dont l'entreprise a besoin. On en embauche un, ça ne marche pas, un deuxième, ça ne marche pas, et on est dans un problème constant avec certaines fonctions. Donc, il y a réellement du travail, mais les élèves vous disent, moi, je ne sais pas si je dois faire médecine, veto, physique, un IUT, un BTS, une prépa, la fac, qu'est-ce que je dois faire? Avant de savoir ce qu'il doit faire comme étude, peut-être savoir dans quoi il va travailler. C'est quoi un métier? Alors, il y a quelques années, on disait un métier, c'est juste créer de la valeur pour une entreprise. L'entreprise doit gagner sa vie, et puis c'est bon. Une fois que l'entreprise gagne sa vie, qu'est-ce que tu peux faire pour faire gagner de l'argent à l'entreprise? On ne parlait pas de bonheur, hein, on ne parlait pas d'épanouissement au travail, on ne parlait pas de Chief Happiness Officer. Ça, c'était une deuxième vision. Aujourd'hui, on dit il ne suffit pas de créer de la valeur pour l'entreprise. C'était le temps de France Télécom, qui n'existe plus. Hein, c'était le temps de EDF, qui n'existe quasiment plus. Aujourd'hui, on dit il faut créer de la valeur pour l'entreprise, mais il faut aussi créer de la valeur pour les clients. Je vais y venir. Créer de la valeur pour les clients. Et maintenant, une entreprise comme Amazon, par exemple, elle crée beaucoup, c'est la plus grosse entreprise du monde, elle crée beaucoup de valeur pour l'entreprise, elle crée beaucoup de valeur pour les clients. J'ai acheté cette magnifique gourde, ce magnifique thermos à 5 € livré en moins de 20 heures. Donc moi, en tant que client, j'ai eu beaucoup de profit. Amazon fait beaucoup de profit. Mais alors Amazon est une catastrophe pour l'écosystème, pour la planète et pour l'ensemble de l'écologie mondiale. Donc aujourd'hui, avoir un métier, c'est remplir cette création de valeur à la fois pour l'entreprise, il faut que l'entreprise gagne sa vie, sinon ça ne durera pas très longtemps, pour les clients, et je vais y venir aussi, et pour l'écosystème. Et ça, dire ça à un jeune, dire que toute ta vie, ton métier, ça va être de vendre quelque chose à quelqu'un. Vendre la qualité de ton travail à ton chef, vendre la qualité de ton intervention à tes utilisateurs, à tes clients, c'est lui montrer qu'il ne pourra pas bosser tout seul dans un coin reclus, en geek, même s'il fait du e-sport, même s'il est passionné de code, il ne pourra pas passer sa vie à coder tout seul dans une boîte. Non, il sera obligé de vendre la qualité de sa prestation, de vendre ce qu'il fait à son chef, à ses clients, à ses utilisateurs. Il devra sortir de son bureau pour aller montrer ce qu'il a fait à des personnes et que ces personnes lui disent c'est bien, j'aime bien, on modifie pas, le fameux test and learn, mais je ne veux pas vous embêter avec tous ces termes techniques et généralement anglais. Il ne faut pas trop refuser l'anglais parce qu'on ne refuse pas le latin, on parle de curriculum vitae, on dit il ne faut pas dire curriculum vitae, mais donc l'anglais et le latin se mêlent et l'arabe aussi se mêlent dans une langue qui accueille tout le monde, donc ça c'est très bien. Le coût de l'écologie, il n'y a pas de planète B, ça on le sait depuis donc il n'y a pas de plan B, donc il faut bien la préserver, et ça les jeunes l'ont tout à fait en tête, et sont en train de se dire que même dans la technologie, il faut, ce qu'on appelle le tech for good, quand on développe, quand on travaille, il faut essayer de faire du bien à la planète aussi. Donc, ces trois éléments sont importants quand un jeune cherche à trouver un métier, cherche à se positionner dans l'économie. Il faut qu'il crée de la valeur pour l'entreprise, il faut qu'il crée de la valeur pour les clients, pour les personnes avec qui il travaille, clients internes, clients externes, et il faut qu'il crée de la valeur pour la planète. Donc, est-ce qu'il est prêt à faire ces trois choses-là? Il peut vous dire, moi je veux faire de la planète à fond, mais alors j'ai pas envie de m'occuper de clients, j'ai pas envie de m'occuper d'entreprise. Tu ne trouveras pas de job. Même dans une association, même dans une ONG, il faut quand même s'occuper des clients, il faut quand même s'occuper de l'entreprise, parce qu'une ONG sans fonds, elle ne va pas aller bien loin. Il va falloir vendre les idées à différentes personnes. Donc ça, c'est le premier point que je voulais partager avec vous. Deuxième point, c'est ces métiers. Donc un bouquin fait par Isabelle Rouen, très intéressant, qui vient juste de sortir. Elle a fait plusieurs conférences sur France Culture, vous pouvez la regarder en podcast, je vous mettrai les liens sur le site toujours, en parlant de métiers du futur. Alors il y a un tas de termes, il y a éducateur de robots, il y a éducateur d'intelligence artificielle, faire du machine learning, des termes très 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 compliqués. En fait, je vais vous les expliquer et vous les simplifier, parce que ces termes dont on parle aujourd'hui,
Les jeunes que vous conseillez, bacheliers de demain, que vous conseillez pour leurs études et Parcoursup aujourd'hui, quand ils arriveront sur le marché du travail, dans le monde dans 3 ans, en France dans 5 ans, on est plutôt 5 ans en France, mais dans le monde c'est plutôt 3 ans, quand ils arriveront sur le marché du travail, l'éducateur de robots, peut-être qu'il n'aura plus de job. Donc ne parlons pas trop des termes d'aujourd'hui, mais voyons les tendances. La tendance, elle est là. Quoi que vous fassiez comme métier, vous voulez faire agriculteur. Donc agriculteur, on se dirait, j'ai pas besoin de technologie. Eh bien, il y a ce qu'on appelle l'ag-tech, désolé de tous ces termes très anglais. Agriculture, technologie, c'est tous les termes, toutes les technologies nécessaires pour faire de l'agriculture. Moi, je veux être juriste, je veux être avocat, et donc je me moque complètement de la technologie. Non, il y a du legal tech, c'est toutes les technologies, encore une fois, liées au métier d'avocat. Si on ne les connaît pas, on n'est pas un avocat. Donc, même si on veut faire médecine, dans la médecine, il y a toute une partie qui est fondamentalement technologique. Donc, quoi qu'on fasse, même le plus littéraire des métiers, même le plus humaniste des métiers, il va y avoir de la technologie dedans. La question, on y répondra tout à l'heure, c'est à quel moment il faut apprendre la technologie? Est-ce qu'il faut commencer par la technologie ou est-ce qu'il faut commencer par sa passion et faire la technologie après? Il faut faire les deux, c'est sûr. Dans quel sens, on verra ça un petit peu plus tard. Il y a Unbank, donc je n'avais pas prévu d'avoir ce kakémono ici, je ne sais pas ce qu'est le Unbank, sûrement une très bonne banque, mais ça nous prolonge, ça nous jette ça dans les fintech, les financial technologies, et les banques d'aujourd'hui sont très mises à mal par toutes ces nouvelles technologies bancaires. Je vous en ai sélectionné juste une, ah oui, l'Agtech est une entreprise française fantastique, s'appelle Agricool, qui prévoit avec un container, vous voyez un container de cargo, donc 40 pieds, une vingtaine de mètres, avec un container, il peut nourrir plein de terre, donc avec des technologies, il peut nourrir 20 familles en légumes tout le temps, toute l'année. Donc un container réussit à rendre 20 familles autosuffisantes en légumes. Donc bien sûr, ça fait pas de viande, ça fait pas d'œufs, mais ça vous fait tous les légumes, les fruits et légumes, les 5 fruits et légumes par jour, pour 20 familles à l'année. Et ça, c'est de l'agtech. Donc même quand on veut faire de l'agriculture, il y a de la technologie qui est mise là-dedans. Je vous ai juste illustré une boîte que j'aime beaucoup qui s'appelle Square et qui est en train de mettre à mal, mais vraiment à mal, toutes les banques et tout ça. Encore, de quoi sera fait l'économie de demain? De toutes ces choses qui sont au tableau. Alors toutes ces choses, il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises. Par exemple, la pire de ces choses, c'est la gig tech. La gig economy. La gig economy, c'est tous les boulots, si vous me passez l'expression, tous les boulots de merde. Les juicers. Un juicer, c'est celui qui recharge les trottinettes la nuit. Son boulot est généré par la technologie des trottinettes, par les plateformes de trottinettes, et donc il faut bien recharger ces trottinettes. Donc il y a des gens dont le métier est de recharger les trottinettes la nuit. C'est pas un très beau métier. Certainement que demain, la technologie arrivera à faire passer ces métiers à autre chose. Il y a tous les livreurs de Uber Eats, il y a tous les chauffeurs de VTC qui ont des boulots, qui, on le sait tous, qui sont plus ou moins stables, plus ou moins intéressants, plus ou moins bien payés, plus ou moins sécurisants. C'est ce qu'on appelle la gig economy. Donc il y a des gens qui se destinent à ça, mais il y a plein d'autres économies. Je voulais juste vous montrer une personne importante dans ce métier. Donc là, vous le voyez avec une perruque, donc il a l'air un peu de faire le guignol. Mais ça, c'est aussi important dans cette nouvelle économie. Je trouve que la mienne n'a pas tellement joué le jeu, elle n'a pas réussi à se mettre une perruque ou à se rendre ridicule. Mais de plus en plus, les grands patrons n'hésite pas à mettre des perruques, n'hésite pas à faire des présentations pieds nus, en short, n'hésite pas à se ridiculiser, parce que c'est ça aussi la nouvelle économie, c'est ça aussi les nouvelles manières de gérer les équipes. Il n'y a plus le grand patron au 28e étage avec un bureau et 3 assistants, ou assistantes, ça dépend de ce qu'il préfère, des tours d'ivoire. Aujourd'hui, les grands patrons, ils doivent être totalement accessibles. Je vous ai montré cette photo pour plein de raisons, j'en citerai juste quelques-unes. Il s'appelle Maurice Lévy, c'est le 2e président de Publicis, après Marcel Besson-Blanchet, le fondateur. Publicis est au CAC 40, donc c'est une grosse entreprise. Et c'est ce monsieur-là, Maurice Lévy, qui a inventé le terme de disruption et de ubérisation. Vous avez entendu parler de l'ubérisation de l'économie? C'est lui qui l'a inventé. Tous les ans, il présentait, parce que maintenant il a passé la main à un ancien de l'EBS, Arthur Sadoun, qui est un super patron de Publicis, donc boîte du CAC 40, 2e après, derrière WPP, 2e agence de pub mondiale.
on est en France la deuxième agence de pub mondiale, on n'est pas souvent deuxième. Arthur Sadoun se ridiculise un petit peu moins que Maurice Lévy, mais bon, peu importe. En tout cas, lui a inventé ce terme d'ubérisation. Donc c'est important de comprendre dans l'ubérisation, c'est que toutes les rentes, toutes les grosses entreprises, tous les gros jobs dont rêvent les parents des enfants que vous avez, tu seras banquier, tu seras fonctionnaire, tu seras ceci, tu seras cela, c'est des rêves de parents. Ce n'est pas les rêves des enfants et c'est surtout pas les jobs de l'économie de demain. Ce n'est pas comme ça que les choses sont vues. Donc il faut se mettre soi-même, changer de logiciel, soi-même se remettre en question. Les parents que vous rencontrez souvent, pas souvent, ça dépend de vos aptitudes et de vos volontés, il faut aussi leur remettre les choses en place en disant non, les jobs d'hier, ce n'est pas ceux de demain. Tout ça a été ubérisé, tout ça a été disrupté. Voilà un petit exemple avec Maurice Lévy. Autre élément important, tout ce qui est collaboratif, tout ce qui est partage. Les banques vont être mises à mal par le crowdfunding, donc on peut trouver de l'argent auprès de la communauté sans passer par un tiers qui est la banque et qui fait une marge dessus. Donc tous les métiers sont en train d'être disruptés, je vais vous les montrer, puis je vais vous montrer, ça fera un peu de peine peut-être aux gens de l'EBS, mais tant pis, je le fais quand même, je vais vous montrer les futurs business models, les futurs modèles économiques des écoles de demain. Voilà, une école de demain, Modern Labour. Elle paye les étudiants. Il y avait Polytechnique qui faisait ça, il y avait l'ENS qui faisait ça. Et ben là, vous êtes payé pour apprendre à coder pendant 5 mois. Vous êtes payé $2000 par mois. Bon. Alors quand vous êtes sur le marché du travail, l'école vous prend 10% de votre salaire. Mais bon, c'est une autre histoire. Mais voilà un nouveau modèle économique d'école. Histoire importante quand même. Oui. Oui, bien sûr. Mais voilà, c'est nouveau modèle collaboratif, financement différent. Et bon, cette école-là n'est pas encore en France. Elle est uniquement à San Francisco. Elle ne touche que 200 étudiants, donc c'est pas non plus un raz-de-marée. Mais voilà, ça se prépare, ça se met en place petit à petit. Rien ne dit que ne viendra pas en France une école de ce type-là. Il y a 42 qui proposent des formations gratuites, mais qui sont uniquement techniques, sans aucune humanité, sans un cours d'anglais à la clé. Et ça pêche beaucoup pour les jeunes diplômés. Il n'y a pas de diplôme d'ailleurs. Hein. Pour les jeunes qui sortent de 42, ils savent mais absolument pas parler anglais. Ils savent bien coder, mais pas un mot d'anglais, pas un mot de management. Donc, ils sont un peu, on va dire, dans une espèce de bancalité un peu dangereuse. On en parle dans un moment. Vous donnez encore une idée du raz-de-marée et de la disruption. Je vais vous montrer une photo qui a été prise il y a 3 jours. Alibaba a réussi un truc absolument incroyable le 11 novembre, donc le 11-11, hein, le 1-1-1-1, c'est les Chinois, c'est important, c'est le jour des célibataires. Ils ont réussi à faire 38 milliards de dollars de chiffre d'affaires en un jour. Ça les place entre L'Oréal et Renault. Ils sont un tout petit peu moins que le Renault, beaucoup plus que L'Oréal. C'est 15 fois le chiffre d'affaires annuel de la Fnac et Darty réunis en un jour. Vous voyez que l'économie, elle est baladée. Le CAC 40, il n'est pas fini en France encore, mais il est dans le monde, il est bien fini et il est en train d'être fini en France. Je vous montre par quoi il est remplacé dans quelques instants. Vous avez là les anciennes entreprises. Les deux seules qui ont résisté entre 2008 et 2018, c'est 2 entreprises de technologie, Microsoft et Apple. Les autres, tout ce qui est là, c'est tout nouveau. Et vous regardez le palmarès, elles sont toutes dans la tech. Sauf là, c'est un investissement, là, c'est du grand public, et là, c'est une banque. Mais à part 3, les autres sont toutes dans la technologie et dans les plateformes. Donc, des nouveaux métiers. C'est là-dessus que doivent aller les bacheliers d'aujourd'hui, sur ces nouveaux métiers, dans ces nouvelles entreprises. La première slide que je vous ai montrée avec My Little Paris plutôt que Canal+, plutôt que L'Oréal. Donc vous connaissez tous les GAFA, je ne vais pas vous embêter avec tout ça, il y aura ça dans les slides, mais pour vous donner des idées des nouvelles entreprises, les GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple, bien sûr, sont disruptés par les NATU, Netflix, Airbnb, Tesla et Uber. Vous les connaissez toutes de nom, hein. Netflix, peut-être que vous connaissez un peu plus que de nom. Hein. Vous devez être abonné à Netflix et regarder certains épisodes. Tesla, peut-être que vous aimez, vous n'aimez pas, Elon Musk avec toutes ces innovations technologiques. Mais j'ai été soumis à un cas très clair. Arianespace est venu trouver un cabinet pour lequel je travaille en disant, voilà, on a pris 10 ans de retard avec SpaceX, la deuxième boîte de Elon Musk. Aidez-nous, alors pas technologiquement, mais dans les méthodes, aidez-nous à agir comme Tesla, parce que nous, Arianespace, on a pris 10 ans de retard, comment est-ce qu'on peut les rattraper?
une des réponses, c'était le Scrum, mais j'en dirai pas plus. Et les NATOO sont elles-mêmes disruptées, ubérisées par les BAT. Alors, les BAT, c'est les Chinois. Baidu, c'est le Google chinois. Alibaba, c'est le Amazon chinois. Et Tencent, c'est le WeChat, c'est le Facebook chinois. Et la question que je vous pose, je ne peux pas y répondre, hein. Peut-être vos bacheliers pourront y répondre. Qui est-ce qui va disrupter les BAT, les Baidu, Alibaba, Tencent? Est-ce que c'est des nouvelles entreprises collaboratives? J'y crois beaucoup. Est-ce que c'est des anciennes entreprises qui vont savoir se réactiver, qui vont pouvoir réattaquer? Est-ce que c'est Orange, anciennement France Télécom, qui va réussir à reprendre le dessus sur les BAT? Peut-être, ça dépend des jeunes qui vont rentrer chez Orange et de la volonté d'Orange de faire tout ça. Désolé, hein, il y a beaucoup de lettres. Chaque lettre est une entreprise. C'est juste pour vous dire que ce monde est assez complexe et que c'est assez dur de suivre tout ça. Bien sûr, les NATOO ne sont pas seuls. Il y a aussi Booking et Expedia, que vous connaissez, qui sont en disruption. Et chez les Chinois, il y a un que j'adore, Xiaomi. Et puis, il y a aussi ByteDance, ceux qui font TikTok. Vous connaissez TikTok ? Oula, mais j'ai affaire à un public très très jeune. Vous connaissez TikTok, donc c'est ByteDance. Vous connaissez peut-être les drones DJI, vous connaissez peut-être les caméras Hikvision. Tout ça, c'est des entreprises chinoises qui sont en train de disrupter. Faut pas que je m'en mêle dans mon fil, là je suis en train de faire un nœud, ça va pas aller. Qui sont en train de se disrupter. Alors, pourquoi je vous parle de start-up alors que la majorité des jobs sont dans des grands groupes? Tout simplement parce que les startups aujourd'hui, je vous l'ai cité avec Arianespace et SpaceX, hein, Arianespace, grosse entreprise, et SpaceX, startup, eh bien, la manière dont les startups travaillent aujourd'hui infuse l'économie en général. Pendant un siècle, ça a été l'industrie automobile qui a fourni à l'économie mondiale la taylorisation, le Fordisme, le Toyotisme, les Six Sigma, la qualité totale. Tout ça, ça venait de l'industrie automobile. Et on faisait un truc dans l'automobile, on disait c'est bien, maintenant on le met dans toute l'économie. Aujourd'hui, c'est plus l'automobile qui infuse l'économie, c'est les startups qui infusent l'économie. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? C'est un autre débat, on pourrait en parler, parfois c'est bien, parfois c'est pas bien, mais n'entamons pas le débat, constatons, c'est un fait. Alors, je l'ai dit, le CAC 40 est fini, il est remplacé par quoi? Par une disposition gouvernementale qui s'appelle Next 40. Emmanuel Macron l'a voulu, nous l'avons, Emmanuel Macron et le Next 40, c'est ce qui remplace le CAC 40. Donc aujourd'hui en France, les entreprises que je vais vous montrer ne sont pas encore, c'est le Next 40, ils ne sont pas encore dans le CAC 40, c'est-à-dire qu'il faut, pour être dans le CAC 40, il faut faire 4-5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ces entreprises-là ne font pas encore 4-5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, mais bientôt, vous verrez arriver, vous reconnaissez les entreprises, il y a plein d'anciens de l'EBS, dans October, il va disrupter les banques, Open Classroom peut disrupter certaines écoles, Alan va disrupter complètement l'assurance, c'est en train de ruiner les assureurs classiques, etc. Blablacar, qui rachète des filiales de SNCF pour faire Blablabus, Blablacar, Cityscoot, que vous croisez tous les jours avec certains risques, Ledger, qui est une blockchain, je ne vais pas tous vous les citer, je les connais toutes quasiment personnellement, mais c'est ça les entreprises de demain. C'est là-dedans que les bacheliers, dans 2, 3, 4 ans, vont aller travailler. C'est là où sont les jobs excitants. C'est là où on peut travailler dans une salle comme celle-là, agréable, sympathique, avec une conférence qui se passe ici, un groupe qui travaille sur autre chose là-bas, un troisième groupe qui fait une réunion client, et puis 2 qui sont en train de se concentrer, et un troisième qui fait la sieste, et un groupe qui joue au baby-foot. C'est dans ces boîtes-là que ça se passe comme ça. Ailleurs, c'est une pointeuse, un job précis, et c'est pas ça l'avenir. Alors, dans ces boîtes-là, il n'y a pas que de la tech, il n'y a pas que du code. Je vous ai dit, moi je code tous les jours, ce matin j'ai codé pour faire le site que je vais vous montrer tout à l'heure. Il n'y a pas que du code. Il y a des jobs qui sont 100% dans les humanités. Google, par exemple, le mets favori de Google, le cookie favori de Google, le bonbon de Google, c'est le texte. Pour être bien référencé dans Google, et on sait à quel point c'est important, il faut des articles de 1750 mots. Il faut les écrire, les 1750 mots. Ce n'est pas une machine qui va les écrire, ce n'est pas de l'intelligence artificielle qui va les écrire. C'est des journalistes, c'est des jeunes qui aiment la littérature. Mais il faut aimer la littérature
et savoir manipuler Google. Si on n'aime que la littérature et qu'on dit moi je vais faire que du texte écrit à la main, vous comprenez bien qu'il y a un souci. À un moment, il faudra le mettre sur Word, et une fois qu'il sera sur Word, il faudra le mettre peut-être sur WordPress, et quand il sera sur WordPress, il faudra peut-être le mettre à disposition de Google. Je vous passe les détails parce qu'ils ne sont pas intéressants, mais la nourriture favorite de Google, c'est pas du code. La nourriture favorite de Google, pour être référencée dans les recherches que vous faites, c'est du texte, du texte, du texte. Il faut que quelqu'un l'écrive, ce texte. C'est les jeunes qui vont écrire ce texte-là. Donc, ceux qui aiment le texte, merveilleux. Ceux qui aiment discuter, vous seuls savez que ces sièges-là s'appellent des conversations. Ceux qui aiment discuter, ceux qui aiment prendre un apéro avec leurs potes au café et qui discutent, ont un avenir dans l'entreprise. L'entreprise, aujourd'hui, elle veut instaurer avec ses clients une conversation permanente. Vous me dites ce que vous pensez, je vous réponds, vous me dites ce que je pense, on discute. L'entreprise ne veut plus imposer son point de vue par de la pub en disant Carglass remplace, Carglass répare, ça c'est fini. Mais aujourd'hui, l'entreprise veut instaurer une communication. Et la communication, elle peut être initiée par des robots, mais après, elle est prise en charge par des humains. Donc il faut des humains pour converser. Vous aimez parler, vous aimez convaincre, vous aimez converser, vous avez des jobs d'enfer dans les boîtes. Maintenant, il faut lier cette capacité à converser à quelques technologies, parce qu'il faudra converser à travers des technologies, il faudra converser à travers différents canaux, et ces différents canaux, ben, ils sont techniques. Autre chose extrêmement importante aujourd'hui, ce qu'on appelle le UX, User Experience. Toutes les entreprises, toutes, veulent faire vivre à leurs utilisateurs, clients ou parties prenantes, veulent faire vivre de bonnes expériences utilisateurs. Ben pour faire vivre une bonne expérience, il faut avoir de l'empathie vis-à-vis du client, il faut savoir ce que le client va aimer, et après il faut lui donner. Et tout ça, c'est des jobs par centaines et par centaines et par centaines. Regardez ce qui se passe au niveau de l'emploi sur le terme, juste le terme UX, et peut-être CX, qui veut dire Customer Experience. UX, CX, c'est des centaines et des centaines d'emplois, pas par an, par jour, qui sont demandés là-dedans. Et là, il faudra bien les fournir, ces emplois-là. Tout ça, et c'est là où je vais avoir un discours très anti-technologique, tout ça, c'est à base de technologie, mais c'est surtout à base d'humains. Et donc, vous connaissez tous le B2C, le business to consumer, le business to business. Ben, aujourd'hui, qu'on soit en business to business ou en business to consumer, peu importe qu'on utilise des technologies ou pas, on sera en human to human. Et il faudra, à un bout de la technologie, nous, les consommateurs, ben, nous sommes des humains, ce n'est pas des robots qui vont acheter. Et à l'autre bout de la chaîne, dans l'entreprise, ben, ce sera un humain qui proposera. Au milieu, il y aura de la technologie, de plus en plus. Mais ce sera toujours du humain vers le humain. Alors, juste vous faire une petite distinction entre le digital et le numérique. Le numérique, c'est tout ce qui est plutôt scientifique, plutôt ingénieur, plutôt code, plutôt brevet. Hein, c'est la partie tech, si je puis dire. Le digital, c'est ce qu'on fait avec nos petits doigts. Quand on clique, on fait du digital. Quand on touche une tablette, on fait du digital. Quand on manipule son trackpad, on fait du digital. Quand on fait une interaction homme-machine, on fait du digital. Donc le digital, c'est toute la manière que nous avons d'utiliser la technique qui est mise à notre disposition par des gens qui ont inventé la technique. Et tout ce qui est cyber, ou en anglais cyber, c'est toute la sécurité, c'est tous les postes autour des antivirus, autour de la défense, autour de l'espionnage industriel. La DGSE embauche, là aussi, des centaines de personnes alors pas par jour, mais par an. Là, 600 cette année, 600 jeunes sur DGSE, emploi DGSE sur LinkedIn, 600 jeunes par an sur la surveillance et sur les antivirus et sur tout ça. Mais il ne suffit pas de savoir coder. C'est pas mal de savoir parler arabe, de savoir parler chinois, enfin pas les deux à la fois, hein, soit arabe, soit chinois, soit bien sûr anglais, parce qu'on ne pourra pas faire de cybersurveillance en parlant français, on ne va pas surveiller les Français. On va surveiller les autres nations. Et donc, il faudra parler italien, espagnol, chinois, arabe, ce qu'on veut. Mais il y aura des humanités là-dedans. Après, il faudra comprendre le contexte. Donc, il y aura des choses qui seront bien sûr techniques, mais au-dessus ou en dessous, mettez l'ordre que vous voulez. Il n'y a pas d'importance à l'ordre. Mais au-dessus ou en dessous, il y aura de l'humanité, il y aura de la philosophie, de la sociologie, de la psychologie, de l'empathie. Il y aura, pourquoi pas, du médical et pourquoi pas tout ça. Je vous ai résumé ça avec un petit dessin, juste le bureau des légendes pour ceux qui ont aimé cette série. Il y a tout cet aspect DGSE avec un artiste sympa qui s'appelle Artus et qui fait le rôle de la DGSE.
rentrons maintenant, on a vu un peu le panorama, rentrons maintenant dans l'emploi. Qu'est-ce qu'ils vont avoir comme emploi? Déjà, tout le monde le sait, il n'y a pas d'emploi à vie. Ça n'existe plus, malheureusement, heureusement, je ne sais pas ce qu'il faut dire, ça n'existe plus. En revanche, il va falloir travailler son employabilité tout au long de sa vie. Et travailler son employabilité avec des jobs qui changent constamment, avec des compétences qui ne durent que 18 mois. Vous apprenez à coder dans un langage, le dernier dont j'ai entendu parler s'appelle Dune, comme une dune, voilà. L'avant-dernier, c'était Go, le nouveau langage de Google. Ils ont pris les 2 premières lettres de Google, ils ont fait le langage Go. Ben, ces langages ont une durée de vie de 18 mois. C'est-à-dire dans 18 mois, on ne codera plus en Dune, on ne codera plus en Go. Donc vous apprenez quelque chose, 18 mois après, il faut apprendre autre chose. Donc, ce qu'on va chercher beaucoup plus aujourd'hui dans un recrutement et chez un jeune, c'est sa capacité à réapprendre quelque chose de nouveau. Et la première langue est dure à apprendre, la deuxième est peut-être dure à apprendre. Il paraît, j'en parle que deux, que la troisième est plus facile, parce qu'on a déjà les 2 premières, et que la quatrième est encore plus facile. Et bien là, c'est pareil sur les langages, c'est pareil sur les compétences. La première est peut-être dure à apprendre, la deuxième sera plus facile, la troisième sera plus facile. Et quand on aura pris l'habitude de changer les compétences tous les 18 mois, ben quand on en sera à son 10e changement, on verra ça arriver tranquille, en disant, bon, laissez-moi 3 jours, je vais réviser ça, je passe 1 semaine en formation, et c'est bon, je suis à nouveau compétent sur cette nouvelle compétence. 85% des jobs dont on aura besoin n'existent pas aujourd'hui, on en aura besoin en 2030. Donc il faut bien se préparer à tout ça. Donc le chemin est long, les termes, comme je vous l'ai dit, changent, il y a des nouveaux termes, on ne parle plus d'offres d'emploi, on parle de job board, on parle plus de... Les RH, c'est des talent search, donc ils sont à la recherche de talents, ils ont du mal à les trouver. Le parcours d'accueil, il y a beaucoup de jeunes qui sont embauchés en entreprise et qui, moins d'1 mois avant la fin de la période d'essai, sortent en disant « ça ne me plaît pas ». Ils n'ont même pas fini leur parcours d'initiation, leur parcours d'intégration. Ils s'en vont déjà. Donc on a dépensé des sommes parfois importantes pour les recruter et ils s'en vont. Donc les entreprises font des énormes efforts pour faire ce qu'on appelle du onboarding, c'est-à-dire faire en sorte que le fait de venir à bord de l'entreprise, ce soit aussi sympa que de venir à bord d'un bateau ou quoi que ce soit. Gros écart entre les filles et les garçons. Les filles sont 1000 fois plus recherchées que les garçons. À compétence égale, la fille sera toujours prise. Toujours. Non. Alors ça, c'est complètement faux. C'est pour rééquilibrer. C'est pour rééquilibrer. C'est pour rééquilibrer, c'est évident. Mais peu importe. Vous qui avez des jeunes... Je travaille beaucoup avec des vétérinaires, 85% des vétos diplômés en France sont des filles, et 85% des vétos diplômés en Espagne, en Roumanie et en Belgique sont des garçons. Parce que c'est beaucoup plus facile. Mais ça pose problème dans certains métiers, le marketing. Il y a trop de femmes et pas assez d'hommes. Ouais. Ça peut gêner au niveau derrière du marketing. Enfin, en tout cas, moi, tous les jobs que je vois, on ne peut pas l'écrire, ça ne s'écrit pas. Moi, je me permets de vous le dire, ça ne s'écrit pas, mais dans tous les jobs que je recrute et dans tous les travaux que je fais, on dit, on préfère une fille. On se le dit entre nous. Alors, s'il y a un homme génial, on le prendra, mais à la base, on préfère une fille. Donc, dites-le aux filles, ça peut leur donner confiance en elles, ça peut leur faciliter le travail, c'est toujours intéressant. Les boîtes sont tellement demandeuses aujourd'hui qu'elles sont prêtes, comme les hôtels, à se mettre des labels en disant on est élu Great Place to Work, on est élu meilleure entreprise, meilleur accueil. Donc c'est un peu la course, venez bosser chez nous, c'est plus sympa que de venir bosser ailleurs. Je vous conseille une très bonne... Alors, je vous conseille à vous, mais vous la connaissez peut-être déjà, mais conseillez-la à vos élèves, une très bonne vidéo de ce monsieur qui s'appelle Simon Sinek, qui s'appelle Why. Je vous ai mis le lien dans le site dont je vous redonnerai le QR code tout à l'heure. C'est une vidéo qui apprend beaucoup de choses sur pourquoi travailler plutôt ici que là. Est-ce que l'entreprise a bien réussi à intégrer différentes valeurs, une certaine éthique, une certaine vision de ce que nous faisons au quotidien. Cette vidéo est très importante. Elle a été vue plus de 100 millions de fois par des dirigeants. Donc elle fait écho. Alors elle est très moche. Il ne faut pas se fier à la qualité. Elle est très moche, mais le fond est très bon. Et puis je voulais vous citer un prix Nobel. Il n'est pas français malheureusement, Amartya Sen, Monsieur Sen, donc qui a disserté, c'est un prix Nobel, c'est pas juste une élucubration, sur
le bonheur intérieur brut ou l'indice de développement humain en disant que le Bhoutan, c'est le drapeau du Bhoutan que vous avez là, c'est le pays qui n'était pas le plus riche du monde, mais dans lequel on était le plus heureux. Et que finalement, ce qui compte, c'est plus le bonheur que la richesse. Ça paraît aller de soi, mais c'est un truc important à dire. Et je trouve qu'on n'étudie pas assez, donc voilà, sa place est redonnée ici, on n'étudie pas assez Monsieur Sen dans les écoles d'économie, dans les cours d'économie. On parle toujours de Keynes, de plein de gens, de Smith, de Keynes et de Marx, si on veut. Pas assez de ce monsieur-là, pas assez de Jean Tirole, pas assez de Richard Taylor qui a inventé le nudge, enfin pas assez des nouveaux économistes. Et puis je voulais finir par une touche intéressante sur l'allocratie. C'est une manière de voir l'entreprise sans chef. Est-ce que Lamia est prête à annuler tout chef de l'école et à faire une entreprise qui fonctionne sans chef? Les jeunes veulent travailler dans des entreprises, on appelle ça des entreprises libérées en français. Alors, entreprise libérée, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Allocratie, vous pouvez regarder sur Internet, il y a une bonne pardon, je dis allocratie. Holacratie, vous pouvez regarder sur Internet, il y a une bonne définition, il y a une bonne structure, c'est extrêmement clair ce que c'est. Et les jeunes aujourd'hui sont très sensibles à ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de reporting quotidien à différentes choses. Maintenant, je vais essayer de répondre à cette question. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme compétences pour bosser dans cette nouvelle économie? Est-ce qu'il faut plutôt des sciences ou plutôt des arts? Alors là, j'ai pris deux très connus, Einstein et Picasso, que j'aime beaucoup. Ils ne sont pas français. Alors j'ai pris deux français. Alors ils ont la chance d'avoir le même nom, Yves Klein et Étienne Klein. L'un est scientifique, l'autre est artiste. Est-ce qu'il vaut mieux être artiste ou mieux être scientifique? La réponse est il faut être les deux. On ne peut pas être un artiste si on n'a pas une notion des chiffres, si on n'a pas une notion du marché, si on n'a pas une notion de modernité, de maquette, de prototypage, de travail en équipe. Et toutes ces notions-là, ce sont des notions qui sont plus des notions de management que purement artistiques. Et on ne peut pas être un bon scientifique si on n'explique pas bien ce qu'on fait. Donc il faut les deux. Il faut avoir autant d'empathie, donc notion vraiment plutôt humaine, que de maîtrise des chiffres. Il faut avoir autant de capacité d'écriture que de rapidité d'action. Et la rapidité, ce n'est pas le synonyme de l'écriture. On écrit plutôt lentement et on va agir plutôt rapidement. Donc il faut avoir cette double compétence. C'est peut-être perturbant, c'est peut-être dérangeant, c'est peut-être impossible, mais en tout cas, c'est ce qui est demandé aujourd'hui. Donc, il faut se plier au marché, être à la fois, je sais que c'est compliqué, un généraliste et un spécialiste. C'est ce qu'on appelle, vous regarderez encore une fois dans les offres d'emploi, c'est ce qu'on appelle le full stack. Le full stack, ça veut dire qu'on est capable de faire plusieurs choses, avec le point d'orgue du full stack qui est le fameux profil en T. Le profil en T veut dire qu'on est à la fois un généraliste et un spécialiste, qu'on est à la fois quelqu'un avec des humanités, qu'on est à la fois près de Gutenberg et près de Zuckerberg, qu'on sait à la fois lire et utiliser les réseaux sociaux, et que les deux ne sont pas antinomiques, qu'on sait à la fois faire des histoires. Le storytelling est quelque chose qui est extrêmement demandé en entreprise. Si vous ne savez pas bâtir une histoire autour de ce que vous faites, autour de ce que vous racontez, autour de ce que vous vendez, no story, no business. Mais il faut aussi manipuler les données. Et donc, ça donne une nouvelle science que tout le monde doit maîtriser, le data storytelling. Donc, ça veut dire raconter des histoires avec des chiffres. Donc, à chaque fois, les deux se mêlent. Voilà le fameux profil en T, le T-shaped. Soit on a d'abord les humanités, on fait quelques années de management, on fait quelques années de réflexion, on fait quelques années de philo, on fait quelques années de ce qu'on veut. On a plutôt une vision généraliste, management, business, et ensuite on se spécialise. Soit on fait le contraire. D'abord on se spécialise, donc les humanités numériques, soit on commence par les humanités et on a une spécialité numérique, soit on est en numérique et on va se spécialiser dans une humanité. Peu importe l'ordre dans lequel on le fait. Maintenant, comment est-ce que vous devez conseiller les jeunes avec qui vous êtes en contact tous les jours? Voilà. Ils doivent commencer par leur passion. Qu'est-ce qu'ils aiment? Qu'est-ce qu'ils préfèrent? Il faut commencer par ce qu'on préfère. Donc si on est plutôt côté artistique, travaillons côté artistique. En leur disant bien qu'ils devront demain faire quelque chose qui est plutôt scientifique. Et s'ils sont
on va faire simple, bons en maths, bons en physique, ils ont choisi les bonnes spécialités. Et bien, à ce moment-là, commençons par le scientifique, et puis après, on fera quelque chose qui est plutôt dans l'humanité. Ce qui compte, et ce qu'on apprend bien, c'est ce qu'on fait par passion. L'amour permet de faire plein de choses. Donc, trouver le métier qui éventuellement est intéressant pour les jeunes qui vous entourent, trouver la passion du jeune qui peut très bien être, attention, accrochez-vous à vos chaises, qui peut très bien être le gaming, qui peut très bien être les e-sports, il peut très bien être bon en FIFA, et en FIFA, FIFA c'est un jeu de sport, c'est le premier produit culturel français, hein, et européen. Donc le premier produit culturel, c'est pas un film, c'est pas un livre, c'est un jeu vidéo, et c'est FIFA. C'est en termes de chiffre d'affaires, après. Est-ce qu'en termes de qualité, c'est le premier? Je ne saurais trop dire. Mais aujourd'hui, on vient de finir la Paris Games Week, et on vient de finir League of Legends. Ça réunit Bercy entier pour regarder 25 personnes en train de se battre. Call of Duty. Donc 5 équipes de 5 qui se battent. Et Bercy entier, enfin on ne dit plus Bercy, on dit Accor Hotel Arena, qui regarde ces 25 gars jouer aux manettes. Donc, quelle que soit la passion des jeunes, ça peut être la console, ça peut être les maths, ça peut être la physique, ça peut être la médecine, ça peut être le vétérinaire, ça peut être n'importe quoi, qui cultive d'abord cette version-là, et après, en lui disant bien que ça ne lui suffira pas pour avoir un job sur le long terme. Il faudra que derrière, il cultive une autre branche. Et ça peut être notamment intéressant pour ceux qui hésitent en disant « je ne sais pas s'il faut faire ça ou ça ». Et la réponse, c'est de dire « de toute façon, tu feras les deux ». Tout dépend par quoi tu veux commencer. Soit par la généralité, soit par la spécialité. Alors, je voudrais vous parler 2 secondes de génération pour juste essayer de vous expliquer, mais vous êtes en contact tous les jours avec eux, nous aussi, mais essayer de vous expliquer d'un point de vue non pas scientifique, mais sociologique, pourquoi ils sont aussi embêtants, pourquoi ils sont si bêtes, pourquoi ils sont si casse-pieds, et pourquoi ils n'écoutent si peu ce qu'on leur dit. Donc déjà, pyramide de Maslow, vous savez que ce qui compte plus que la bouffe, c'est le Wi-Fi et le réseau, et c'est d'avoir un téléphone branché, bon, ça c'est autre chose. Voilà les différentes générations. Donc, dans cette salle, je suis certainement le seul génération X. Vous êtes quasiment tous en génération Y. Je vois quelques générations Z. Bienvenue aux générations Z. Mais voilà les grandes X. Ok, bah, bienvenue à tous les X. Attention, il y a d'énormes fourchettes. Ça dépend de votre ville d'origine, ça dépend du niveau culturel de la famille, ça dépend de la permissivité de la famille, ça dépend du pouvoir d'achat de la famille, ça dépend de plein de choses. Hein, quand on est né la même année, un peut être Y, l'autre peut être X, ou un peut être Z, l'autre peut être Y. Mais bon, tous les jeunes que vous avez autour de vous sont tous des Z, qu'on appelle donc des Digital Natives, et vous êtes tous ici quasiment des Millennials. Ça fait toujours plaisir d'être un millennials, ou certains d'entre vous, avec moi, sont dans la génération X. Peu importe les années, moi j'ai une autre vision qui est l'âge ne compte pas. Je suis plus digital que beaucoup de jeunes. Je sais faire des choses en digital dont ils n'ont même pas idée. Donc l'âge ne fait rien à l'affaire. Le meilleur utilisateur de Twitter, c'est Bernard Pivot. Il a 2 millions de followers sur Twitter. Il a plus d'impact sur Twitter aujourd'hui qu'il n'en a jamais eu avec apostrophe et bouillon de culture. Donc il utilise Twitter à merveille. Il a, je crois, 84 ou 86 ans, je n'ai plus le chiffre exact, mais il est vieux. Mais c'est un très très bon utilisateur d'une matière digitale. Et les jeunes sont très très peu sur Twitter. Ils n'ont pas encore compris l'intérêt de Twitter. Peu de personnes comprennent l'intérêt de Twitter, mais pour moi c'est un des meilleurs réseaux sociaux. Mais ça c'est un autre... Donc au-delà de l'âge, c'est surtout une question d'attitude. Et moi j'appelle ça la hashtag generation, pour ne pas dire que c'est génération X, Y, Z. C'est la hashtag generation qui passe du temps devant les écrans, qui utilise au moins 3 réseaux sociaux, mais vous utilisez tous 3 réseaux sociaux. Vous êtes tous comme Bernard Pivot. Vous utilisez tous YouTube, LinkedIn et Facebook. 3 réseaux sociaux. Vous passez tous, toutes, plus de 3 heures par jour sur votre mobile. Allez-y, vous êtes tous génération hashtag, tous des digital natives, on est tous des petits jeunes. C'est cool. Vous serez venus au moins déjà pour apprendre ça. Alors, juste vous donner quelques clés qui vous expliquent pourquoi ces jeunes sont parfois casse-pieds, parfois embêtants.
Les générations X, pour faire des généralités très rapides, eux, ils veulent que les choses existent sur Internet. C'est pour ça que je vous ai fait un site, pour que vous puissiez aller voir tout ce que je vous ai dit directement sur le site. Les générations Y veulent des choses sur mobile, des applications. Donc, je ne vous ai pas fait d'application parce que je ne suis pas génération Y. Et les générations Z, bien sûr, ils veulent un site, bien sûr, ils veulent du mobile, mais ils veulent surtout des living services. Alors, génération X, ça c'est monsieur Jimmy Wells, le fondateur qui a commencé dans le porno, toujours bon à savoir, comme Xavier Niel, et qui est le fondateur de Wikipédia. Donc voilà, comme ça vous saurez qu'il a commencé dans le porno. Dit, si on n'est pas dans Google, si on n'est pas sur Internet, on n'existe pas. Donc pour la génération X, il faut être sur Internet. Pour la génération Y, c'est mobile only, donc ils n'ont qu'un mobile et quasiment plus d'ordinateur. Et donc là, on se sert, l'application qui sert le moins, c'est le téléphone. L'application qui sert le plus, c'est, et ça c'est important, c'est des applications qui nous permettent de nous désynchroniser du temps imposé. Plus personne ne regarde le JT à 20h, tout le monde le regarde en replay. Plus personne n'écoute France Culture, tout le monde écoute des podcasts. Donc, on est asynchrone. Les choses se passent à un moment donné, cette conférence a lieu maintenant, mais plein de gens vont la regarder après. Donc, on commence à se désynchroniser des autres. Tout le monde bosse à son propre rythme, de chez soi, avec différents outils. Et, ça c'est pour nous, les Y, ben pour vous les Y. Et maintenant les Z, attention, Living Services, tout petit peu compliqué à comprendre, désolé, mais ils veulent déjà que tout soit digitalisé. Plus de papier, plus de billets d'avion que des trucs sur téléphone, plus rien de physique, que du digital. Tinder, ça vous parle ? Voilà, que du digital. On ne va pas passer son temps à parler à quelqu'un dans un bar. Non, on va se connecter sur Tinder, c'est beaucoup plus facile. Donc, que du digital. Et attention, et c'est là où ça nous fait tous mal, des attentes, liquid expectations, des attentes liquides. Ça veut dire quoi une attente liquide? C'est-à-dire qu'un jeune, il va comparer l'école à Nespresso. Chez Nespresso, quand j'arrive, on m'offre un café. On me dit « Bonjour monsieur, installez-vous, vous préférez un Roma ou un Arpeggio ?» Et donc, il a ça chez Nespresso, et il dit, à l'école, je veux la même chose. Et là, on dit, ah ben, t'es pas chez Nespresso, t'es à l'école. Je suis allé en vacances à tel endroit, en arrivant à l'hôtel, le directeur de l'hôtel est venu nous saluer, il est venu nous offrir un rafraîchissement, et il nous a accompagnés dans notre chambre. Ben moi, je veux que le directeur de l'école, la MIA, accueille les élèves en bas, les accompagne dans la salle de cours, et leur demande si tout va bien aujourd'hui, et s'ils ont besoin de quelque chose. C'est ce qu'attendent la génération Z. C'est ce qu'on appelle, désolé du terme technique, un benchmark intersectoriel. Ils comparent des secteurs qui n'ont rien à voir et ils disent « Je peux avoir des sushis en 30 minutes, je veux que ma carte bancaire arrive là où je suis en 30 minutes, livrée par un coursier. » Ils sont prêts à payer, hein, mais ils veulent la carte bancaire. Donc la banque lui dit « Mais monsieur, je ne suis pas un livreur de sushis ni un livreur de pizza, je suis une banque. » Et la génération Z dit « Je m'en fous, je veux ma carte bancaire. » Pareil, quand il perd son téléphone, il est à Roissy, il dit bon, je pars dans 2 heures. Il appelle Orange, il dit voilà, je viens de me faire voler mon téléphone, je pars dans 2 heures, j'ai racheté un Xiaomi à 50 balles, livrez-moi une carte SIM en 2 heures. Et là, Orange lui dit monsieur, c'est pas possible. Et là, il rentre dans tous ses états, il dit ouais, c'est scandaleux, je peux avoir une pizza en 20 minutes et je ne peux pas avoir une carte SIM en 2 heures. C'est ça la liquid expectation, et c'est pour ça que les jeunes vous cassent tant les pieds. C'est qu'ils attendent de vous, ils sont clients de chez vous, ils sont clients de l'EBS, ils sont clients des écoles, et ils attendent le plus grand service du monde d'une entreprise ou d'une organisation qui n'est pas structurée pour leur apporter ça. Alors, deux manières de réagir par rapport à ça. Soit on dit, vous rêvez, on ne vous l'apportera jamais, soit on se met à penser comment on peut apporter cette réaction. Mais bon, ça c'est un autre débat. Je ne vous embête pas avec ça, j'en ai déduit la loi alors avec un public comme vous. Quand je montre ça aux jeunes, ils disent c'est qui ce mec? Bon, vous savez que c'est Michel Audiard, et avec une très bonne citation de Michel Audiard, les cons ça ose tout. Et là c'est les clients, et la génération Z, les clients de la génération Z, ça ose tout. Ça demande tout et n'importe quoi. Et étonné de ne pas voir arriver ce qu'ils demandent immédiatement. C'est un bref passage sur les générations. C'est plus pour vous amuser qu'autre chose. Conclusion très rapidement, parce qu'on a j'ai un tout petit peu mordu sur le temps. Une différence entre, avec ce bouquin de Houellebecq, ça vous rappellera en quelle année il a été Goncourt, une différence entre la carte et le territoire. Les générations Z, vos élèves, ont l'impression de connaître le digital, ont l'impression de connaître le numérique, parce qu'ils ont un téléphone et qu'ils savent s'en servir et qu'ils tapent avec leurs 2 pouces très, très rapidement.
Non, ça c'est juste la carte du digital. Ce n'est pas le territoire. Le territoire, c'est quand on sait faire un site, quand on sait faire une application, quand on sait se servir des pubs Facebook, des pubs LinkedIn, quand on sait ce qu'il y a derrière, quand on sait comment ça fonctionne économiquement. Ça, c'est le territoire. Et il ne faut pas qu'ils pensent que, et il faut que vous leur disiez, c'est pas parce que tu sais te servir de TikTok, tu sais faire 3 vidéos avec des filtres et des oreilles de lapin. Ça, c'est la carte, c'est la vision, c'est l'utilisation. C'est le digital. Ce n'est pas le numérique. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne réellement. Quel est l'algorithme qui permet de mettre des oreilles de lapin et des dents de loup à un visage sur Instagram, historiquement Snapchat et plein d'autres choses? Ça, c'est le vrai territoire digital. Et ça, c'est vraiment très important. Quelles sont les applications de tout ça à un niveau industriel? C'est fondamental. On va pas en débattre aujourd'hui, mais ça, c'est vraiment le territoire. Commencez par les passions des jeunes. Ça, c'est super important. Et puis, je voulais juste partager quelque chose avec vous pour vous laisser sur quelque chose qui peut peut-être répondre à certaines de vos questions. C'est un bouquin qui a été écrit par Peter Thiel, je ne vous dis pas qui est Peter Thiel, mais qui classe les innovations et qui classe les révolutions en 3 grandes zones. Et aujourd'hui, par exemple, ce que je vous ai dit, certains points vous ont peut-être paru complètement ridicules. D'autres points vous ont peut-être paru complètement dangereux. Et d'autres points vous ont paru évidents. Mais tout ce que je vous ai dit, dans quelques années, dans quelques mois, ce sera évident. Et donc, dès qu'on parle d'une révolution, dès qu'on parle d'une évolution, dès qu'on parle d'une transformation, la première réaction qu'on a, c'est « ce que vous dites est ridicule ». La deuxième réaction, c'est « voilà, c'est très dangereux, il ne faut pas le faire ». Et puis, la troisième réaction, c'était évident, c'est évident. Aujourd'hui, Doctolib, c'est évident. Hein, on fait clic, on a un rendez-vous avec un docteur. Quand on a lancé Doctolib, quand Doctolib s'est lancé, les médecins ont dit « c'est ridicule ». Je ne vais pas mettre mon agenda avec tout le monde. Après, ça a été dangereux. Tout le monde va savoir, le fisc va savoir combien j'ai de rendez-vous par jour. Dangereux. Et maintenant, c'est... Donc, vous pouvez prendre n'importe quelle innovation, elle passe plus ou moins rapidement par ces 3 étapes. Et pour vous quitter, si vous connaissez Matrix, vous avez le choix entre la pilule rouge et la pilule bleue. La pilule rouge, c'est... Vous avez compris et intégré ces différents messages de changement du monde et vous allez en parler aux parents d'élèves, aux élèves, en disant voilà, choisis ton avenir par rapport à tout ça, ou viens écouter, réécouter la conférence à l'EBS ou dans d'autres lieux. Ou alors tout ça vous indiffère, comme on dit dans le jargon, business as usual, et donc on revient sur le business comme on l'a quitté, et vous prenez la pilule bleue. Alors à vous de choisir, pilule rouge, pilule bleue. Je voulais juste vous quitter sur cette fin qui est un peu dramatique, vous voyez à qui je fais référence, ben voilà, ce métier-là est fini et mort.